Tocsin, Fabrice Guémal, Tocsin Plus. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du référendum d'initiative populaire version Tocsin, le RIC de la semaine, l'occasion pour vous, chers spectateurs, de prendre position sur les sujets les plus importants, car cette émission met sur la table toutes les questions que les Français se posent réellement, celles qui feraient à coup sûr l'objet d'un référendum si les citoyens disposaient du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et la question du jour agite tellement la sphère médiatique et les réseaux sociaux depuis en gros une grosse année qu'elle est réellement inévitable. Elle déchaîne les passions et recueillerait sans aucun doute 1 million de signatures pour un RIC. C'est la taxe Zuckman. 1 demi-million de publications en quelques mois seulement sur toutes les plateformes et les médias confondus pour parler en bien ou en mal de ce projet de taxe. Une campagne intense et rondement menée, notamment sur les médias de service public. Un livre écrit par Gabriel Zuckman qui se vend très très bien, avec le soutien de plusieurs prix Nobel d'économie, des syndicats et de l'intégralité des partis de gauche, ainsi que des sondages qui semblent particulièrement favorables. La taxe Zuckman pourrait paraître faire l'unanimité, mais l'opposition qu'elle rencontre est finalement tout aussi forte. Nous allons passer tout cela en revue ce soir avec nos deux invités, et comme à chaque semaine, c'est le public qui tranchera. 2 économistes sont avec nous en plateau ce soir dans le RIC de la semaine pour débattre de la taxe Zuckman et donner aux gens qui nous regardent toutes les clés pour voter sereinement pour ce RIC. Tout d'abord, en défense de cette mesure, Nicolas Dufresne, bonjour. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, directeur de l'Institut Rousseau, un think tank écologiste pour la justice sociale. Vous êtes un spécialiste de politique monétaire, tout comme notre second invité de ce soir. Bonsoir Jacques Sapir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études retraité à l'EHESS, professeur à l'EGE et à l'école d'économie de Moscou. Alors le décor est planté. Permettez-moi d'ajouter avant de commencer, chers téléspectateurs, que vous pourrez voter sur tous les réseaux Tocsins, sur X, sur YouTube, dans le chat de cette émission, pour trancher cette question. Pendant l'émission, vers le milieu de l'émission, nous ouvrirons les votes. Alors, à vos claviers, à vos souris, à vos téléphones, la démocratie n'attend pas et n'hésitez surtout pas aussi à nous envoyer vos propositions pour les futurs RIC de l'émission via notre site ou les réseaux sociaux. Et avant cela, évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cliquer sur le pouce, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et à partager, évidemment. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Et je tiens évidemment à faire un merci vraiment appuyé et particulier à tous les contributeurs de la chaîne sur notre site tocsin-media.fr/nous. C'est grâce à vous que des projets comme celui-ci peuvent se développer et je peux vous assurer que la rédaction de Tocsin est mobilisée tous les jours pour être à la hauteur des efforts que vous faites. Alors, comme à chaque RIC, une question est posée. Ouvrez les guillemets. Approuvez-vous le projet de loi de création de la taxe dite Zuckman? Dans le détail, un impôt plancher de 2% pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Le but étant de corriger les inégalités fiscales et faire contribuer les plus riches de ce pays. Avec un dispositif d'évitement de l'exil fiscal, la taxe est due pendant 5 ans après un potentiel exil fiscal. Vous confirmez, Nicolas Dufresne. Alors on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet avec vous. Une première question. Les défenseurs de cette taxe prévoient des recettes de l'ordre de 15 à 25 milliards d'euros par an sur environ 1800 foyers fiscaux. Ça fait en moyenne une dizaine de millions d'euros par foyer. Et dans le cas de Bernard Arnault, on pourrait estimer que ça lui coûterait 2 milliards à peu près. Vos détracteurs opposent que ça n'en reporterait pas plus de 5 milliards d'euros par an, peut-être moins avec l'évasion fiscale, l'effet Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. On cite des exemples scandinaves qui n'ont pas marché, le précédent de la taxe sur les yachts qui a rapporté beaucoup moins que prévu, ou la surtaxe sur les véhicules de luxe qui a fait chuter les ventes de Porsche et donc les recettes de TVA qui allaient avec. Que leur répondez-vous ? Alors, la question de l'évasion fiscale, déjà pour répondre sur ce point, elle est en fait très limitée. Il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui montre que c'est pas inexistant, mais c'est très faible, c'est de l'ordre de 0,5%. Donc en réalité, une fois qu'on a un dispositif comme ça, et qui en plus est un dispositif plancher, qui donc est forcément dû avec ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas encore un système d'impôt universel à l'américaine qui s'applique partout dans le monde, mais on reste redevable si on s'expatrie de l'impôt pendant les 5 ans après l'exil fiscal. Donc en réalité, ce risque est très très limité et comparé aux revenus qui seraient moindres que prévu, que les 15 à 25 milliards, alors ça, il faudrait
Déjà, personne ne dispose des logiciels d'analyse de Bercy. Il faudrait ça pour qu'on réussisse vraiment à faire une estimation très correcte. Ensuite, l'étude qui dit que ça ne rapporterait finalement que 5 milliards, elle se base sur des anciennes données qui concernaient l'ISF et sur un potentiel d'exil fiscal très très important qui prend en fait comme base ce qui s'est passé en Suède avec un taux d'exil fiscal de plus de 60%. Voilà, donc en fait on n'est pas du tout dans cette réalité-là et Gabriel Zucman a pointé d'ailleurs à plusieurs reprises les limites méthodologiques de cette étude. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, on n'est pas là, on ne veut pas établir une taxe comme ça pour résoudre le problème des finances publiques. Ça ne résoudra pas le problème des finances publiques. Par contre, c'est un outil pour permettre, dans un contexte d'explosion des inégalités où on revient quasiment au niveau du 19e siècle, finalement, de cibler un impôt sur ce qui est la cause de cette explosion des inégalités, qui est les inégalités de patrimoine et non pas de revenus, puisque c'est là, en fait, que c'est sur les questions de patrimoine que se creusent massivement les inégalités. Donc, si on peut agir sur ce plan-là, il me semble que c'est nécessaire et utile. Jacques Sapir, effectivement, c'est peut-être nécessaire et utile d'agir. Alors moi, je suis opposé à la taxe Zucman, même si j'entends parfaitement les raisons pour lesquelles on veut la prendre. Je suis opposé pour plusieurs raisons. La première, elle est très simple. On ne mange pas du patrimoine. On mange le revenu que l'on tire du patrimoine. Donc, si on veut vraiment taxer les plus riches, eh bien, il faut faire sauter la flat tax sur l'impôt sur les ventes d'actions, etc. Il y a toute une série de mécanismes qui peuvent être renforcés, qu'il faut très certainement renforcer d'ailleurs. Vous êtes d'accord sur les objectifs? Si vous voulez, pour les objectifs. Bon. Mais le patrimoine lui-même ne rapporte rien directement. Il rapporte à travers ses revenus, les revenus qu'il engendre. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, oui, effectivement, les patrimoines ont fortement augmenté. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'il y a un mouvement de montée, alors sur 30 ans, des bourses, extrêmement important, qui est alimenté en réalité par la politique des différentes banques centrales, mais qui, d'une certaine manière, je dirais, n'est pas le fait des gens qui possèdent ces actions. Et donc, ça pose aussi un problème de savoir qu'est-ce qu'on taxe ? On taxe les effets des politiques des banques centrales ou on taxe, je dirais, ce qu'une personne a pu gagner, alors que ce soit de manière juste ou de manière injuste. C'est un autre problème, mais voilà. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, le fait de concentrer le débat sur la taxe Zucman a un effet très pervers. C'est qu'on ne parle pas des réels problèmes fiscaux de la France. Et je pense que c'est ça, en fait, qui doit concentrer l'attention. Pourquoi ? Nous avons, depuis maintenant une quinzaine d'années, un déficit budgétaire quasiment structurel de près de 4,5-5%. En fait, ça fait longtemps qu'on a dérapé hors des limites du 3%, qui par ailleurs sont discutables, mais qu'on a. Là encore, la question se pose de savoir pourquoi. Parce que l'État se substitue aux entreprises pour le financement de la protection sociale. Et ça, c'est un point extrêmement important. L'État, alors, fait des abattements d'impôts, mais surtout, il décide unilatéralement de réduire les charges sociales des entreprises. Et comme, évidemment, les caisses sociales disent « vous ne pouvez pas nous enlever du revenu », très bien, je vais compenser la perte de revenus que vous avez. Compensant la perte de revenus, il accroît d'une certaine manière les dépenses publiques. Parce qu'avant, cet argent n'apparaissait pas dans les comptes publics. C'était le circuit fermé de la Sécu. Voilà. Pourquoi le fait-il ? Eh bien, la raison est très simple.
Parce que sans cela, les entreprises françaises ne sont plus compétitives. Donc, regardons le vrai problème. Pourquoi l'entreprise française n'est-elle pas compétitive ? C'est pas à cause de l'excès de charges, c'est à cause de l'existence de l'euro. Et le fait est que, et ça, si vous voulez, il y a une espèce de continuité dans les rapports qu'a produit le Fonds monétaire international là-dessus, ça s'appelle External Sector Report, il sort tous les ans en été, et vous pouvez voir que ce rapport calcule le taux de change effectif réel de l'économie française par rapport aux autres économies. Et que l'économie française est en état de surévaluation d'environ 15%, alors que l'économie allemande, l'Allemagne est notre premier partenaire, c'est notre premier client comme c'est notre premier fournisseur, est-elle en sous-évaluation entre 10 et 15%. Donc ça veut dire que l'écart total est au minimum de 25%, et a pu atteindre à certains moments jusqu'à 40%. Comment voulez-vous qu'une économie résiste à cela ? Donc, pour compenser ce phénomène, qui est un phénomène structurel impliqué par la monnaie unique, on décide d'aider les entreprises. Comme on décide d'aider les entreprises, on accroît les dépenses publiques, puisque l'on se substitue à des choses qui n'étaient pas du domaine de l'impôt, et on fait des abattements d'impôts, donc on diminue, d'autre part, les recettes. Est-ce que vous savez ce que ça représente au total ? 168 milliards d'euros, aujourd'hui, enfin en 2024. Alors, qu'est-ce que c'est 168 milliards ? Simplement pour dire une chose, allez-y. C'est 5,4% du PIB, soit très exactement le montant du déficit budgétaire de la France. Donc c'est ça le problème, et c'est de ça dont il faudrait discuter. Alors, on va reprendre tout ça point par point. Nicolas Dufresne va pouvoir vous répondre déjà sur cet argument qui revient très très souvent dans le débat sur la taxe Zuckman, où on vous reproche de confondre les flux et les stocks, de taxer des revenus non distribués, des dividendes non distribués, et effectivement, ce que disait Jacques Sapir, on taxe un revenu une fois qu'il est réalisé, et on ne taxe pas un patrimoine. Oui, mais surtout alors professionnel. Oui, mais alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que en réalité, regardez, il y a des exceptions. Quand vous et moi, on paye notre taxe d'habitation, notre taxe foncière, par exemple. On la paye sur la valeur de notre maison, peu importe que ça produise des revenus ou pas. Généralement, ça n'en produit pas d'ailleurs. Et donc, la taxe foncière, c'est typiquement l'exemple d'une taxe qui est assise sur le patrimoine que vous possédez. Excusez-moi, excusez-moi, je vais simplement vous faire une remarque. Votre maison, votre appartement, vous rapporte le loyer, le quasi-loyer que vous devriez payer si vous n'en étiez pas propriétaire. Et oui, donc, c'est de ce point de vue-là que la taxe foncière subsiste. Oui, c'est basé sur des calculs cadastraux, des mètres carrés, moins que sur la valeur vénale du bien vendu sur le marché, en fait. Oui, mais peu importe. L'ISF était une taxe sur le patrimoine. Si vous voulez, la logique reste la même, c'est-à-dire qu'on va imposer une taxe dont l'assiette va être un patrimoine qui ne rapporte pas forcément de revenus. Bon. Ensuite, il faut bien comprendre que les ultra-riches dans ce pays, et on parle vraiment, vous l'avez rappelé, des 4000 foyers fiscaux, 1800, tout dépend le périmètre que l'on prend, c'est 0,01% des plus riches, et leur taux d'imposition est bien inférieur à celui non seulement des 1% les plus riches, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bout de la chaîne, et de l'ensemble de la population. Si vous voulez, on est sur à peu près 30% en moyenne d'imposition pour l'ensemble de la population. Ça augmente jusqu'à 46% pour les 1% les plus riches. Et puis ensuite, on redescend très très fortement sur les 0,01% où on atteint 20, 25%. Et encore si on compte l'impôt sur les sociétés. Et donc là... ça pose un problème majeur parce que finalement, c'est pas les revenus qui expliquent cette explosion du patrimoine et cette baisse du taux d'imposition, c'est ce qui se passe sur le patrimoine. Et ce patrimoine-là, c'est pas quelque chose, on parlait des plus-values latentes, c'est pas seulement ça, c'est tout ce qui va être logé dans des holdings, c'est-à-dire dans des sociétés dédiées qui ne vont pas redistribuer ces bénéfices, mais qui vont leur permettre de s'en servir pour avoir
avoir des crédits bancaires, pour acheter des biens, par exemple des yachts, des avions, n'importe quoi, pour faire semblant de les louer à leurs propriétaires respectifs. Et donc finalement, pour permettre aux ultra-riches de bénéficier d'un espace dans lequel ils peuvent agir avec l'argent qui est logé dans ces holdings. Ils peuvent racheter des journaux, ils peuvent faire des opérations financières, ils peuvent faire toute une série d'opérations qui accroissent leur pouvoir et qui accroissent leurs revenus, et tout ça échappant à l'impôt. Eh bien ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce que c'est ce qui compte. Alors, non seulement c'est une inégalité par rapport au reste de la population qui ne bénéficie pas de ces largesses-là, mais en plus, ça conduit à une concentration terrible du pouvoir entre les mains d'un groupe d'ultra-riches qui peut ensuite décliner son influence sur les médias, sur la politique, sur toute une série de domaines d'activité. Et donc, ça pose aussi un problème finalement social, au-delà même du problème fiscal. Et donc, la taxe Zuckman, pour ça, est bien pensée, puisque c'est une taxe plancher qui dit, quelle que soit la nature de vos revenus, eh bien, on va s'assurer que vous allez payer au minimum 2%. Ça va être le plancher sur l'ensemble des richesses que vous possédez, dont le patrimoine, ce que ne fait pas le système fiscal donc on comprend aujourd'hui. bien, c'est à la fois un plancher et un plafond. C'est-à-dire que la taxe Zuckman sert à arriver au moins au plancher. Exactement. Mais si jamais on paye déjà 2% de son patrimoine en impôt, vous n'aurez rien à payer en la plus. taxe Zuckman est bon, Tout à ce fait. qui serait un cas très très rare. Ouais. Les données que vient de donner Nicolas Dufresne, bon, il y a beaucoup de constats dans ce qu'il dit. C'est vrai que quand on apprend que les très riches se payent par exemple via des emprunts, enfin font des emprunts pour se servir un revenu. Pour le béotien, c'est vrai que c'est un peu choquant. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que la taxe Zuckman n'est pas finalement une bonne idée pour aller chercher cet argent-là? Et une question aussi sur les chiffres que vous donniez au début, Nicolas Dufresne, sur le taux d'imposition par tranche, et qu'on s'aperçoit que plus on monte dans les revenus, les patrimoines, moins ça monte. Ces chiffres-là ont été contestés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, plusieurs choses. D'abord, je remarque que Nicolas a fait un merveilleux lapsus. Il a parlé d'un impôt sur le revenu, alors qu'en fait, il pense à un impôt sur le patrimoine. Votre micro, Jacques, il est pas en face de- Merci. Si vous voulez, on est pile dans mon raisonnement. Le deuxième point, c'est, j'entends ce que dit Nicolas Dufresne, mais c'est un problème politique, et c'est donc un problème de l'utilisation du patrimoine. C'est pas un problème de taxe. Oui, effectivement, il y a un problème de concentration et d'abus de monopole sur les médias. C'est une évidence, tout le monde va le incontestable. reconnaître. Mais ça se règle par de la législation, pas par de la taxe. Excusez-moi. Et c'est toujours comme ça qu'on l'a réglé historiquement. En réalité, nous sommes, sur ce point, très en retard par rapport aux législations anti-monopole qui avaient été prises aux États-Unis. Les lois antitrust. Voilà les fameuses lois antitrust entre la fin des années 1890 et le début des années 1900. Donc, que l'on fasse cela, oui, tout à fait, moi j'y suis très favorable, effectivement, mais ce n'est pas une question fiscale. Alors, après, il y a le problème des holdings, oui, mais ce problème des holdings, là encore, doit pouvoir se régler par une législation de ce que font ou ne peuvent pas faire des holdings. Et là encore... Une législation mondiale, du coup, elle peut pas être que française. Alors, on peut le dire... Parce que les holdings sont au Luxembourg. Voilà. Alors, à ce moment-là, on peut imposer un impôt sur les transferts de fonds de la France vers le Luxembourg et du Luxembourg vers la France. C'est pas autorisé par l'Union européenne, ça. D'accord, ce n'est pas autorisé par l'Union européenne. Et alors? Ah ben, Si vous voulez, moi, si vous voulez, c'est ma position. On ne peut pas à la fois dire ce qui se passe est scandaleux et ne pas pointer la responsabilité de l'euro et des institutions européennes dedans. Ça s'appelle de l'hypocrisie de ne pas le faire. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut mettre les choses à plat, dire oui, il y a une série de problèmes. Il y a des problèmes d'utilisation de ce patrimoine. Et ces problèmes d'utilisation de ce patrimoine doivent se régler par de la législation. Il y a des problèmes qui sont liés à la libre circulation des capitaux.
Et on sait très bien que cette libre circulation des capitaux a affaibli la base fiscale sur laquelle l'État français pouvait justement s'appuyer. Eh bien, ce sont ces législations qu'il faut remettre en cause. Mais là encore, en réalité, la taxe Zuckman ne s'attaque, et de manière très imparfaite, qu'à un symptôme, au lieu de s'attaquer au fond du problème. Et par ailleurs, je répète, on discute alors, est-ce que la taxe Zuckman va rapporter 20 milliards ? Est-ce qu'elle rapportera 5 milliards ? Je n'en sais rien, je suis d'accord avec... On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas les chiffres de Bercy. Bien. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est très inférieur au problème auquel nous sommes confrontés. 20 milliards, c'est 0,65% du PIB. Notre problème de déficit, il est à 5,4, voire 5,8, ça dépend de comment on calcule, du PIB. Donc on voit très bien que ce ne sont pas les échelles de grandeur nécessaires. Donc je dis, au lieu de parler de la taxe Zuckman, qui est, à mon avis, le parfait épouvantail pour polariser un débat, mais qui ne répondra pas aux questions, il vaut beaucoup mieux revenir aux véritables questions. Pourquoi l'État s'est-il privé d'un certain nombre de revenus ? Pourquoi l'État s'est-il engagé dans des dépenses qu'il n'avait pas à faire, puisque ces dépenses, normalement, c'était des cotisations des partenaires sociaux ? Et de ce point de vue-là, c'est à travers ces problèmes que l'on doit poser, que l'on peut comprendre la dérive budgétaire que nous connaissons, qui n'est pas de ces dernières années. Et tout le monde dit, oui, c'est la crise de la Covid. C'est faux. En fait, la dérive budgétaire, elle commence globalement dès la fin des années 2000. Grosso modo, elle est très liée à la crise des subprimes, qui arrive, qui se fait sentir 2007, fin 2008 et surtout en 2009. Mais on voit qu'elle vient vraiment de cette période-là, voire même d'un petit peu avant. Donc, c'est ça qu'il faut poser comme question, et non pas, je dirais, simplement un symptôme. Nicolas Dufresne, la loi plutôt que l'impôt, est-ce que ce ne serait pas la solution dans un pays qui estime déjà être suffisamment imposé ? Alors là, il y a un point sur lequel je partage tout à fait l'avis de Jacques Sapir. La taxe Zuckman n'est pas là pour régler le problème des finances publiques. C'est un symbole. Elle ne le peut pas, mais ça peut être un symbole. Et ça peut être plus qu'un symbole dans le sens où, pour la première fois, on a, si vous voulez, on a toujours taxé le patrimoine. C'était pas un lapsus que j'ai dit tout à l'heure, c'est les revenus du patrimoine. Oui, il y a les revenus du travail et les revenus du patrimoine. Et qu'est-ce qu'on a constaté au cours des 20 dernières années ? C'est que les revenus du patrimoine sont de moins en moins taxés, alors que les revenus du travail sont de toujours plus taxés. Et ça pose un problème. Ça pose un problème d'égalité, ça pose un problème de justice fiscale. Et donc, il faut vraiment avoir un nouveau système fiscal qui résout ce problème et qui remet au moins à même niveau la fiscalité du patrimoine et la fiscalité du travail. Ça passe déjà par la suppression de la flat tax, et ça passe aussi par des impôts qui peuvent être des impôts ciblés sur la question du patrimoine, puisque c'est là qu'on a l'explosion des inégalités. Ensuite, il est évident que, si vous voulez, aujourd'hui, la fiscalité, on lui assigne deux rôles qui sont différents et qui peuvent être potentiellement contradictoires. On lui assigne le rôle de réguler les comportements, de réguler, de limiter les injustices, et en même temps de financer l'État. Et souvent, ces deux rôles-là, ils rentrent en contradiction. Parce que, justement, on n'a plus que ce levier-là. Et là, je rejoins Jacques Sapir sur le fait que si on voulait véritablement résoudre le problème des finances publiques, il faudrait aller bien au-delà, s'intéresser à la politique monétaire, s'intéresser au fait que toutes les politiques expansionnistes sur le plan monétaire qu'on a faites ont in fine servi énormément au marché financier et très peu à l'intérêt général. Donc il y a un problème de ciblage de la politique monétaire, un problème d'investissement. Mais pour moi, et c'est peut-être là qu'on a une sensibilité différente avec Jacques, c'est que ça n'empêche pas
d'avoir aussi un système fiscal qui est plus juste pour cet enjeu de justice fiscale. Et juste un mot pour dire que quand même, là on propose une taxe de 2% sur le patrimoine. Mais au cours des 20 dernières années, le patrimoine des ultra-riches, il a progressé pratiquement de 10% par an. Donc, même avec une taxe comme ça, il continuerait d'augmenter. Même si on prend en compte l'inflation, on peut enlever 2-3%, mais il continuerait d'augmenter. Et en réalité, il faudrait des taxes supérieures, en réalité, par rapport à ça, si on voulait revenir au niveau d'inégalité qu'on avait dans les années 90-2000. Parce qu'il faut bien que tout le monde comprenne que depuis 20 ans, ce système s'est complètement emballé. On a atteint un niveau d'explosion des inégalités qui vraiment nous renvoie directement à la fin du 19e siècle, au moment de ce qu'on appelait le capitalisme sauvage, qui en réalité n'était pas tant que ça. Enfin, on va pas faire un débat historique ici, mais en tout cas, on est revenu à ce niveau-là d'inégalité. On l'a même dépassé dans certains pays comme les États-Unis. Et c'est ça, cette concentration du pouvoir et de la richesse qu'il faut vraiment lutter contre, qu'il faut vraiment amoindrir par tous les moyens disponibles. Et je pense que si on mettait quelque chose comme ça en France, déjà, il y a le débat dans d'autres pays, au Brésil, en Espagne, en Angleterre, qui est en train de monter. Eh bien, on servirait d'avant-garde, mais très rapidement, d'autres pays nous embrayeraient sur des taxes comme ça. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête aussi. C'est pour ça que la France pourrait montrer le chemin. Jacques Sapir, vous vouliez intervenir là-dessus ? Oui, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, cette idée que le patrimoine aujourd'hui augmente de 10% par an, il faut faire attention à ne pas confondre la médiane et la moyenne. Oui, il augmente de 10% en moyenne, mais avec des différences extraordinaires en son sein, y compris à partir de la limite de 100 millions d'euros. En réalité, il y a des patrimoines qui augmentent de 3%, 3-4%, et des patrimoines qui augmentent de près de 20% en raison de la hausse des marchés financiers. Ça, c'est un point tout à fait évident. Donc ça, c'est un premier problème, et c'est pour cela que je pense que le fait de donner une assiette de 2% de manière indifférenciée, c'est stupide. Ça, je le dis en tant que tel. Après, il y a un autre problème. Là encore, ce qu'a dit Nicolas Dufresne, c'est qu'il a mélangé deux problèmes distincts. Il a mélangé un problème de concentration de pouvoir, donc un problème politique, de démocratie, et un problème fiscal. Or, ce sont deux choses qui doivent être très clairement séparées. Pourquoi ? Parce que la question de la démocratie, de la concentration du pouvoir par le patrimoine, c'est un problème évident. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est un problème qui se traite essentiellement par la loi et pas par le domaine fiscal. Et sur la question fiscale, il faut chercher d'une certaine manière à la fois à toucher les super revenus, y compris par exemple en introduisant la notion de ce qu'on appelle le revenu fantôme ou le revenu fictif. Par exemple, vous avez un appartement. Quel est le loyer que vous devriez payer si vous n'étiez pas propriétaire ? C'est ça, le revenu fictif de votre patrimoine. Et donc, c'est sur cette base-là qu'il faudrait, par exemple, fonder la question des taxes foncières et autres. Bien. Même chose, vous avez un avion privé, ou vous utilisez très souvent un avion privé. Qu'est-ce que ça représente en revenus supplémentaires par rapport à quelqu'un qui prend tout simplement une compagnie aérienne normale, même en business, d'accord. Bon, c'est sur cette différence
raisonner. Ça fait des calculs un peu alambiqués quand même. Ça fait des calculs alambiqués, excusez-moi. Il y a suffisamment de gens qui travaillent à la direction générale des impôts, à la Ils sont DGI, habitués aux calculs alambiqués. Pour faire cela. Bon. De moins en moins. Oui, mais malgré tout, il y en a insuffisant. Par ailleurs, moi, je suis toujours extrêmement surpris du fait qu'on continue de fonctionner par tranche d'impôt et non pas à travers une formule mathématique assez simple qui fait que l'on aurait quelque chose de constamment progressif en fonction du revenu. Ça aussi, il faut le... Juste sur un dernier mot et ensuite on va ouvrir les votes. Donc vraiment en 10 secondes. Juste un dernier mot là-dessus, mais sur ce point, je suis d'accord avec Jacques Sapir. Alors, à l'Institut Rousseau, que j'ai le plaisir de diriger, on a publié une note sur un système, on pourrait l'appeler autrement, qui s'appelle pour l'instant l'impôt ABC, qui est en fait un impôt complètement progressif, basé sur la totalité du patrimoine et sans niche fiscale. Donc on pourrait aller vers ce type d'impôt-là. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je voulais juste revenir sur un point, c'est que en France, on a 164 milliardaires à peu près. C'est évidemment sur eux que ça va peser. C'est eux qui ont connu la plus grosse progression du patrimoine. C'est pas sur ceux qui sont un peu au-dessus de 100 millions d'euros. C'est pas eux qui vont être le plus pénalisés. En réalité, c'est un impôt qui vise surtout les très hauts milliardaires. C'est eux. On a aujourd'hui plus de milliardaires en France qu'il y en a en Allemagne, 2 fois plus qu'il y en a en Italie et presque 7 fois plus qu'il y en a en Espagne. La France n'est pas du tout un enfer fiscal pour les ultra-riches, comme on essaye de le faire croire parfois. C'est pas du tout le cas. Alors, attendez. Il y a un autre problème là derrière. C'est le taux... demi-mot. Oui, c'est le taux d'imposition sur les entreprises en fonction de leur taille. Et là où il y a un véritable scandale, c'est que les très grandes entreprises sont taxées à 14%, quand les PME et les TPE sont taxées à 22%. Donc voilà. Tout à fait. Alors, le moment est venu d'ouvrir le vote. Notre cher public, vous allez pouvoir voter pour ou contre la taxe Zuckman sur tous nos réseaux, dans le chat de l'émission, sur YouTube, ainsi que sur X. On prendra en compte les votes cumulés à la fin de cette émission. Et aussi, vous pourrez continuer à voter, bien sûr, pendant les jours qui suivent. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à mettre le pouce sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, Tocsin bien évidemment, mais aussi Tocsin Plus, et à partager. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur tous les réseaux, et un grand merci toujours à nos donateurs sur toxin-media.fr/nous. C'est parti, on va prendre les votes en compte. Alors pour cette deuxième partie d'émission, j'aimerais bien qu'on rentre peut-être un peu dans les détails de concrètement ce que ça donnerait l'application de la taxe Zuckman, et on parlera de l'aspect européen que vous avez soulevé à plusieurs reprises aussi, Jacques Sapir. Nicolas Dufresne, quand on entend que si on n'a pas les liquidités pour payer, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas les liquidités pour payer la taxe Zuckman sur le patrimoine de sa licorne qui aurait explosé en bourse ou des actions de sa société qui auraient explosé en bourse, on n'a qu'à emprunter cet argent ou à vendre des parts ou éventuellement à les céder à l'État. Alors, pour connaître un petit peu le monde de l'entreprise et des entrepreneurs, généralement, on a très peu envie d'avoir l'État parmi ses actionnaires, qui est assez feignant, qui ne sert pas à grand-chose. Vendre, pourquoi pas ? Mais généralement, on cherche à vendre à des investisseurs, des vrais investisseurs qui vont apporter à la fois des capitaux et de la clientèle et des partenariats. Et on veut surtout pas vendre à ses concurrents ou aux gens qui visent des raids depuis très longtemps sur son entreprise. Par exemple, on a un fleuron du cosmétique en France, L'Oréal, dont c'est un secret de polichinelle qu'il est visé par Nestlé, qui fera tout son possible pour grimper au capital et un jour posséder L'Oréal. Il va de soi que si la taxe Zuckman est mise en place sèchement sur la famille Bettencourt, ça va se frotter les mains en Suisse. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Oui, alors, la famille Bettencourt a toutes les liquidités nécessaires. C'est pas pour elle que je suis inquiète. Pour les startups,
On peut en discuter. Alors, il y a plusieurs points. D'abord, vous l'avez rappelé, en effet, quand on possède une start-up qui est valorisée plus de 100 millions d'euros, on peut tout à fait emprunter pour payer. Vous êtes sûr de ça ? Il Oui. y a des banques qui prêtent pour payer un impôt ? Oh, bien sûr, hein, quand on regarde votre patrimoine potentiel et qu'on regarde Excusez-moi, le patrimoine est potentiel, mais l'emprunt est réel. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un emprunt qui viendra se déduire d'un emprunt qu'on aurait pu faire pour investir, ce qui est aussi grave. Voilà, continue. Alors, Nicolas bon, en tout cas, il y a, si vous voulez, tout le monde a paru être un peu choqué par l'idée que l'État pourrait temporairement prendre des participations ou définitivement d'ailleurs. En réalité, on peut déjà payer en nature, par exemple, pour l'héritage. Parfois, vous pouvez déjà payer en nature avec des œuvres d'art, avec... Dassault l'avait fait voilà. en son temps. Voilà. il y a donc, le dispositif du Trade aussi pour les transmissions d'entreprises. Oui, alors là, qui est plutôt justement une niche fiscale, là aussi, dont on pourrait parler par ailleurs, puisque c'est une niche fiscale très très importante qui fait perdre énormément de revenus et qui participe quand même à la perpétuation des inégalités dans ce pays, même si on peut comprendre l'idée de transmission du patrimoine d'entreprise. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'idée de payer en nature n'est pas complètement délirante. Elle se fait déjà en partie. Et puis, le nombre de licornes qui seraient concernées en France par une taxe Zuckman, en réalité, il y en a très peu. Il y en a 3 ou 4 au grand maximum. Et nous, on avait fait le calcul, par exemple, pour Mistral AI, si on considère qu'aujourd'hui, ils ont à eux 30% à peu près de part de l'entreprise, il suffirait qu'ils redescendent en quelques années, en 5 ans, à 27% pour s'acquitter totalement de l'impôt, si tant est qu'ils ne payaient rien aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas une perte de contrôle complète. Et puis on peut imaginer des dispositifs qui permettent aussi de céder aux salariés. On dit toujours qu'il faudrait qu'il y ait une propriété sociale plus développée du capital d'entreprise, ça pourrait être un moyen aussi. Voilà, l'État pourrait aider à ce qu'il y ait une transmission vis-à-vis des salariés. Bon, ça, on peut trouver des systèmes qui permettraient peut-être, s'il y a vraiment un manque de liquidité à un moment, voilà, de trouver des fractionnements, des aménagements, de payer dans la durée ou de transmettre à des salariés avec, pourquoi pas, le soutien de l'État. Donc, on peut trouver, il me semble, des moyens de rendre ça supportable pour tous les entrepreneurs. Jacques Sapir, ça vous paraît... Alors, moi j'ai deux objections. Hein. J'ai d'abord l'objection sur la question de l'emprunt. Évidemment, tout emprunt qui est fait pour payer des impôts ne sera pas fait pour de l'investissement. Et il y a de moins en moins d'investissements aujourd'hui. Ok, mais ça c'est un autre problème. Mais il faut savoir que tout emprunt qui est fait pour l'impôt ne sera pas fait pour de l'investissement. Ça c'est une réalité. Donc je ne suis pas pour ce système. Après il y a un deuxième point. La taxe Zuckman implique que l'on ait un rendement par rapport au capital supérieur à 2%. Ah oui, autrement on ne peut pas payer, on n'arrive plus à payer la taxe. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut faire monter de manière extrêmement importante le retour sur capital. Autrement dit, ce que l'entreprise crache en cash tous les ans par rapport à son capital. Ce qui veut dire, 1, une plus grande pression sur les salariés. 2, une utilisation qui est loin d'être optimale si on cherche justement à optimiser le cash par rapport au développement général de l'entreprise. 3, ça veut dire aussi que l'on s'engage de plus en plus dans une logique de financiarisation. Parce que seule cette logique de financiarisation arrive à engendrer des niveaux de retour sur capital qui soient capables de porter la taxe Zuckman. Donc on a 3 effets qui sont extrêmement négatifs pour l'entreprise. Et donc,
je le redis, l'idée qui est avancée, et qui n'est pas une idée économique, qui est une idée politique, qui consiste à dire un nombre limité de personnes a accumulé un patrimoine qui lui permet de faire pression sur le fonctionnement de la société et sur le fonctionnement de la démocratie. C'est un constat que nous pouvons tous faire, qui n'est pas contestable, mais ce constat appelle des réglementations d'ordre politique et non pas de l'impôt. Et par ailleurs, il faut toujours avoir en tête, quand on regarde la question fiscale, que ce qu'il faut faire, c'est permettre le développement des entreprises, permettre un développement, si possible, harmonieux, autrement dit quelque chose qui n'aboutira pas à pressurer les sous-traitants, pressurer les salariés, ce qui est exactement ce qui se produirait si on introduisait la taxe d'usage. Je ne dis pas que ça se produise pas maintenant. Déjà. Ça se produit Alors, mais non, ça empirerait En fait, la situation. Ce que décrit Jacques Sapir, c'est le comportement des hedge funds, de tous ceux qui achètent des entreprises pour les pressurer, en tirer un maximum. Que vont chercher ces startups, Et d'ailleurs. ce qu'il dit, c'est que la taxe généraliserait ce comportement à tous ceux qui doivent sortir les 2%. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ça pour les raisons que j'ai dites précédemment, à savoir qu'on peut trouver déjà d'autres systèmes. On peut trouver. Je pense justement que si on avait le soutien de l'État pour que ils puissent être payés, remédier à cet impôt en transférant des parts vis-à-vis des salariés. Au contraire, on va vers plus de propriété sociale et moins de financiarisation, justement, parce que la place des investisseurs privés, finalement, serait moindre. Et puis, par ailleurs, il faut distinguer les situations. Par exemple, dans le cas de Mistral AI, ce qui peut poser vraiment problème, c'est que l'entreprise n'est pas cotée. Donc on n'est pas sur des marchés. Donc là, il faut trouver... dans le meilleur des cas, des investisseurs de long terme, l'État pourrait en faire partie. Vous disiez que l'État est un investisseur maladroit ou paresseux. Maladroit, mal vu. Oui, mais bon... Ce serait vu comme une sanction. Regardez le système allemand, la KfW, qui est la banque publique allemande, et les lenders sont au capital de nombreuses entreprises du Mittelstand. Et en France, il y a peu d'entreprises qui refusent d'avoir des participations de BPI France ou de la Caisse des dépôts, et il y en a de nombreuses. Et au contraire, c'est des actionnariats stables, de long terme, qui ont une vision stratégique, qui peuvent aussi avoir une vision de l'intérêt général. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Je pense qu'en France, pendant les 30 Glorieuses, ce qui a fait aussi un des succès du modèle français, c'était d'avoir des partenariats, y compris des participations croisées publiques-privées, dans des tas de grandes entreprises qui ont été des leaders dans le domaine du nucléaire, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'aérien, du spatial. Et je ne vois pas pourquoi on en ferait un espèce d'épouvantail. Ça peut aussi être un moyen fort de relancer une dynamique de partenariat entre le public et le privé pour développer l'économie de long terme et éviter justement les pièges de la financiarisation. D'accord. Alors, les premiers votes sont arrivés. On en est pour le moment autour de 70% contre la taxe Zuckman. Mais ça peut encore bouger. Il y a une question du public que j'aimerais vous poser à tous les deux. Pourquoi pas plutôt une taxe sur les transactions financières? Quid de la taxe Tobin? On avait parlé aussi à une époque avec les Gilets jaunes de la micro-taxe sur les transactions financières, 1 millième. La taxe Tobin, c'était 1% à peu près sur les ventes d'actions, en gros. C'est censé rapporter plus. C'est peut-être être plus indolore si c'est bien fait. Donc pourquoi pas une taxe sur les transactions financières, Jacques Sapir? Alors, moi, j'y suis globalement favorable. Mais maintenant, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce que cette taxe a pour but essentiellement de freiner ou d'arrêter les opérations d'arbitrage à très court terme? Le trading algorithmique, les robots. Exactement. Et dans ce cas-là, ce n'est pas 1% qu'il faut imposer. Il faut imposer nettement plus. Bien sûr. Si vous voulez. Bon. Mais ça peut être effectivement une solution. Pas pour rapporter de l'argent à l'État, mais pour bloquer un système qui est profondément pervers pour les entreprises. Il faut le dire en tant que tel. Et si vous voulez, je reprends toujours la même idée.
Donc cette fois-ci, la taxe est utilisée comme objet politique. Oui. Il ne faut pas confondre une mesure qui est prise visant des objectifs politiques ou économiques avec une mesure qui vise en fait un objet fiscal. Si on vise des objets politiques, c'est de la législation. Si l'on vise des objets économiques, comme par exemple relancer l'investissement privé en France. Oui, nous investissons trop peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'investissement privé est en train de chuter et il n'y a que l'investissement public qui permette à l'investissement global, public comme privé, de se maintenir. Ça, c'est une évidence. Il suffit de regarder les comptes que l'INSEE publie tous les trimestres. Bien. Mais si on veut le faire, il faut que l'on ait une réelle politique économique et une politique industrielle qui définissent une série de priorités. Il faudrait que l'on ait un véritable commissariat au plan, pas ce machin qui a été créé pour caser à un moment donné Monsieur Bayrou, qui coûte très cher et qui est assez inefficace. Même si, il a produit 2-3 rapports, mais c'est pas ça le boulot d'un commissariat au plan. Bon, oui, il faut le faire. Et à ce moment-là, effectivement, on peut se poser la question de l'entrée de la puissance publique au capital de certaines entreprises. On peut se poser aussi l'un des grands mécanismes, mais qui n'était possible que parce qu'on avait la main sur la Banque de France, qui a été utilisé dans les années 50, 60 et le début des années 70, c'était les prêts remboursables uniquement quand on atteignait un certain niveau de production. Deux exemples. Premier exemple, le cas de Sudaviation. C'était pas encore l'aérospatiale, c'était Sudaviation, qui a reçu ce type de prêt pour développer Caravelle. Et comme Caravelle, pour diverses raisons, et en particulier des méthodes, je dirais, assez dégueulasses de marché des Américains, n'a pas atteint ou n'a pas réellement dépassé ce qu'on appelle le point zéro, ça n'a jamais été remboursé. L'autre cas qui est encore plus amusant, c'était Georges Pompidou qui avait décidé d'accorder un prêt à Matra, non pas pour les missiles, mais pour la division automobile de Matra. Eh bien, ce prêt a été remboursé. Pourquoi ? Parce que, au début, l'idée c'était allez, on va vous donner de l'argent à fond perdu pour que vous développiez des voitures de course. Sauf que Matra Auto, la division automobile de Matra, a produit avec Simca la Rancho, qui a été, à l'époque, un grand succès. Donc, qui a gagné de l'argent. Ils ont été rentables, ils ont dû rembourser. Et donc, ils ont dû rembourser. Alors, ce type de mécanismes sont des mécanismes qui sont effectivement des leviers de développement extrêmement puissants. Mais ils impliquent une véritable politique industrielle définie. Autrement dit, on ne peut pas dire « on va faire ces mécanismes et puis la politique industrielle viendra après ». Ça, c'est une très mauvaise manière de faire. Il faut d'abord penser la politique industrielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut développer ? Quels sont les secteurs qui sont réellement centraux pour la sécurité de la France et pour son développement économique dans les 15 ans ou dans les 20 ans qui viennent ? Et à ce moment-là, on peut penser à ces systèmes publics d'entrée dans le capital, de prêts sous réserve de remboursement si on atteint un certain niveau. Là, si vous voulez, c'est parfait. Mais les penser, en fait, d'abord comme « Ah oui, vous n'avez pas assez d'argent pour payer la taxe Glucksmann, vous allez laisser rentrer le capital ou l'État va pouvoir vous acheter des actions. » Ça se fera sans stratégie. Si vous voulez, ça se fera sans... Et ça, c'est, si vous voulez, la recette la plus sûre pour arriver à une catastrophe. Nicolas Dufresne, votre avis sur ce que vient de dire Jacques Sapir et sur la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières ? La taxe sur les transactions financières, aujourd'hui, on a un taux de 0,4. On en a une, mais elle est, c'est ridicule. Un embryon de taxe. Et elle est à 0,4 et elle a tellement d'exclusions qu'elle concerne, 120 actions, finalement presque rien du tout. Donc évidemment, le gros enjeu sur la taxe sur les transactions financières, c'est de faire entrer les opérations intraday, le trading intraday. Et là, je pense qu'on pourrait aisément mettre un taux à 2, 3, voire davantage. Pour que nos auditeurs comprennent bien, dans la taxe sur les transactions financières, chaque banque à la fin de la journée dit j'ai acheté tant, vendu tant, je ne prends que la différence et je suis imposé sur la différence. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'intraday, c'est que chaque transaction prise individuellement fasse l'objet d'une taxation.
Et là, ça tue le trading tel qu'on le connaît aujourd'hui, où il peut y avoir 10 000 transactions par seconde. Bien sûr. Et d'ailleurs, il est urgent, je le dis au passage, d'appliquer ça aux plateformes de trading en crypto. Oui. Parce que aujourd'hui, tout à elles fait y échappent d'accord. complètement. Tout à fait Et d'accord. donc ça, il faudrait le faire. Après, je rejoins totalement Jacques Sapir sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique industrielle. Et même, ça va au-delà. C'est-à-dire que les acteurs qui sont censés la mener, par exemple BPI France, refusent de prendre ce rôle. Par exemple, quelque chose que peu de gens savent, mais au capital de BPI France, on a 10% de banques privées. Et elles ont fait signer une charte à BPI France pour dire, surtout, venez pas nous concurrencer. Donc en gros, on a une banque publique qui est là pour corriger des failles de marché, à qui on demande d'agir systématiquement avec le marché, en cofinancement et en co-investissement. Donc, et alors, c'est pas entièrement de leur faute, c'est-à-dire que il y a des règles européennes qui disent que, attention, si vous agissez pas dans des conditions de marché et avec le marché, vous pouvez être qualifié en aide d'État. Et dans ce cas-là, qui c'est qui va devoir rembourser les prêts ou les subventions accordées? C'est les entreprises elles-mêmes et pas l'État, mais l'État sera embêté au passage. Bon. Donc du coup, on a tout fait pour neutraliser la perspective d'avoir une politique industrielle digne de ce nom. Et à partir du moment où on change ça, où on change cette logique, alors on peut imaginer plein d'outils, en effet, des subventions, des prêts privilégiés, des prises de participation, des avances non remboursables ou remboursables qu'à certaines conditions. Voilà. Conditions, absolument. Oui, là-dessus, on est entièrement d'accord. Et là, sur ce point-là, la France, mais c'est le cas aussi de l'ensemble des grands pays de l'Union européenne, même si certains s'en sortent mieux. Je disais l'Allemagne avec son Mittelstand et la participation des Länder et la KfW, ils ont gardé une politique quand même industrielle. Nous, oui, ça a été largement abandonné et malheureusement. Alors vous m'offrez ma transition et je vais rester avec vous justement pour la question suivante. On va parler de l'Union européenne. Un petit point sur les sondages. Ça évolue un petit peu à votre avis? Ça monte ou ça descend? Dans quel sens? Je pense que les gens ont réalisé qu'il fallait une taxe. Alors, on frôle les 80% contre la taxe Zuckman. Les gens votent de plus en plus. Continuez à voter pendant cette émission en direct et aussi pendant les jours qui suivent. On fera le point. On en est déjà au 5e RIC Tocsin. Le public a voté pour plein de choses. Les Français ont transformé la politique de la France en 5 RIC. C'est allé très 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 vite. Alors, vous aviez mentionné l'Europe dès le début de cette émission. Vous venez de la mentionner à l'instant, Nicolas Dufresne. Effectivement, dans le contexte européen, où on peut s'en aller en Suisse, qui n'est pas dans l'Europe, mais qui est à côté, au Luxembourg, où il y a même des dispositifs fiscaux très avantageux, en Irlande pour certaines choses, aux Pays-Bas pour certaines autres, en Autriche, ou à Malte, ou à Chypre. Comment, dans le contexte européen, et surtout dans le contexte de la monnaie unique, dont parlait Jacques Sapir, comment on maintient une taxe comme la taxe Zuckman? Et d'ailleurs, vous êtes pour que la France reste dans l'euro déjà, ou vous voulez changer ça? C'est une question difficile qu'on évoquait avec Jacques. Moi, je pense qu'il y a un gros problème sur la politique monétaire. J'ai écrit 2 livres pour montrer. Vous n'êtes pas fan de Christine Lagarde? Non, pas du tout. Voilà, pour montrer à quel point la banque... Par exemple, juste entre parenthèses, mais si on voulait régler une grande partie du problème des finances publiques, vous savez qui est le premier créancier des États aujourd'hui dans la zone euro? C'est la Banque centrale. Bon, qu'est-ce que fait la Banque centrale quand les États lui remboursent l'argent des obligations qu'elle détient? Eh bien, tout simplement, elle détruit. Elle détruit cet argent comme n'importe quelle institution financière. Cet argent qu'elle a créé. Eh bien, si on voulait sortir une partie de l'Europe et même une grande partie de l'Europe de l'austérité, la Banque centrale pourrait dire, écoutez, je ne veux pas qu'on me rembourse cet argent, utilisez-le pour faire des plans d'investissement et tout le monde se porterait mieux. Mais on ne veut pas le faire parce que on a un continent européen qui est plongé dans une idéologie économique monétariste
et ultralibérale où on ne peut jamais avancer sur n'importe quel point. Et là, je retourne du coup sur la taxe Zuckman ou sur les autres taxes qu'on évoquait, taxe sur les transactions financières, imposition sur les sociétés. À chaque fois qu'on essaye d'avancer dans une ou une autre direction, on nous dit toujours c'est pas possible, les autres ne le font pas, on va pas avancer, si on fait ça seul, ça marchera pas. Eh bien, à un moment, je veux dire, on est pris en otage par ce type de raisonnement. Donc, à un moment, il va falloir en sortir. Il va falloir s'autoriser à faire des politiques parfois unilatérales qui, je n'en doute pas, seront réclamées ailleurs très rapidement si on le met en place. Si on met en place une imposition sur les patrimoines qui soit sans échappatoire, parce que c'est ça aussi ce qui est important avec la taxe Zuckman, c'est qu'un impôt plancher, ça veut dire sans échappatoire. Si vous créez des taxes particulières sur tel ou tel pan de l'activité, vous avez toujours des avocats fiscalistes très très bien payés qui vont trouver des solutions pour vous dire finalement c'est ce qu'on faisait avec l'ISF, c'est ce qu'on fait avec tout un tas d'impôts. Vous allez faire ceci pour ne pas payer. Voilà. Donc il faut bien sûr au niveau européen lutter contre les paradis fiscaux, avoir des taux planchers d'impôts sur toute une série d'impôts et arrêter de céder à cette peur que finalement on serait les seuls à le faire et que donc ça justifie qu'on ne fasse rien. En réalité, les traités européens ont été pensés pour ça. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus avec les traités européens. Alors avant de se poser la question de sortir ou non de l'euro ou de l'Europe, moi je pense qu'on devrait se battre pour que les structures mêmes de l'Europe changent, que ça soit l'indépendance des banques centrales, que ça soit les règles en matière de fiscalité. C'est quand même pas possible que dans un pays, dans un continent aussi développé que l'Union européenne, on continue de tolérer des paradis fiscaux qui ont parfois des taux d'imposition qui flirtent zéro. Quand ils sont pays fondateurs de l'Union, comment vous faites ? Écoutez, c'est là que doit jouer un rapport de force. Parce que Jacques Sapir parlait du problème de l'euro. Eh bien, les pays du Nord qui souvent s'opposent à toute évolution seraient les premiers à y perdre. Si on sortait de l'euro ou s'il y avait une menace de sortie de l'euro, parce que finalement leur monnaie serait la première à être évaluée sur le marché d'échange et très fortement. Et ça, je pense que ça peut les inciter fortement à réfléchir aux politiques qu'ils peuvent accepter. Jacques Sapir sur l'Europe. Bon. Et ce ssera un mot de conclusion en quelque sorte, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Bon, moi, ça fait plus de 20 ans que j'entends ce discours, et ce discours ne mène à rien. Je suis désolé de te le dire et de te le dire un peu brutalement. Parce qu'on n'a jamais essayé. Non, mais si on n'a pas essayé, c'est pour des raisons très claires. On ne veut pas essayer, et fondamentalement, on est doublement ligoté. On est ligoté par les règles de la zone euro, et on est ligoté par la peur de faire éclater l'Europe. Alors, sur la zone euro, je suis très clair. Ce n'est pas un problème de politique monétaire, même si la politique monétaire joue et aggrave les problèmes. C'est un problème de structure globale de l'euro. On ne peut pas avoir un système où quelques monnaies, la nôtre, la monnaie italienne, la monnaie espagnole, je parle des taux de change effectifs réels, ces économies sont en état de surévaluation fort, alors que d'autres États, en particulier l'Allemagne, sont en état de sous-évaluation forte. Ça ne peut pas marcher et donc il faut en sortir. Ça pourrait marcher si on avait des politiques de convergence qu'on n'a absolument pas. Mais c'est quoi une politique de convergence ? Ça ne peut pas marcher parce que, pour expliquer à nos téléspectateurs par un exemple simple, ce que vous dites là sur les taux de change fait qu'une voiture de luxe allemande se retrouve relativement pas cher en France. Oui, elle est sous-estimée de 25 à 30. Là où une voiture de moyenne gamme française va être surestimée. Voilà, c'est ce problème. C'est essentiellement ce problème. Et ça, on ne peut pas le résoudre dans le cadre de l'euro. Donc, je dis, il faut sortir tout simplement de l'euro. Après, pour l'Union européenne, il faut savoir que l'on ne peut pas changer l'Union européenne sauf à l'unanimité. C'est impossible de le faire autrement. Alors, changer les traités. Qu'on ne peut pas changer les traités. De faire un nouveau traité. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser les clauses d'urgence qu'il y a dans les traités, qui ont été utilisées par exemple par un pays comme l'Espagne,
pour, de manière temporaire, s'extraire du marché européen de l'énergie. Ça, c'est possible de le faire, mais en sachant que normalement, c'est une action temporaire. C'est un régime d'exception. Voilà, c'est un régime, on utilise là un régime d'exception. Et puis la deuxième chose, qui serait de dire très simplement, voilà, la France a une contribution nette d'environ 11 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'en plus de l'argent que nous donnons et de l'argent que nous recevons, nous donnons 11 milliards de plus. Un peu plus, non? Voilà. Ils viennent de voter Même oui, une on augmentation. a voté On va passer une à augmentation. 14 ou- Donc, il serait de dire, 18. si vous n'acceptez pas d'étendre ces clauses d'exception, de les généraliser à toute une série de choses, On arrête de payer. on arrête de payer. Un dernier mot, Nicolas Dufresne, et ensuite on fera le compte des votes. Allez-y. Non, mais il y a énormément de choses qui vont pas dans les traités européens. Par exemple, en matière monétaire et budgétaire, tout ce qui a été inscrit, c'est prescriptif de politiques économiques, alors qu'en réalité, ça devrait organiser le cadre de discussion et ça devrait pas prescrire des politiques économiques. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais là, moi, où j'ai un doute par rapport à tout ce qui est sortie définitive, c'est qu'il n'y a rien qui garantit qu'en revenant à l'espace national, on ne va pas mener exactement les mêmes politiques qu'on menait dans l'Union européenne, les mêmes politiques d'austérité, les mêmes politiques conservatrices et orthodoxes sur le plan monétaire et fiscal. Comme Alors peut-être que ça sera les plus Anglais qui ont voté facile. pour le Brexit pour avoir moins d'immigration et Tout- qu'au final on en a eu plus. Bah oui, ça Tout à fait. sera Mais- peut-être mais- plus mais facile ça, c'est une de décision décider. politique. Ça, c'est une décision Mais- politique. Et elle nous revient. Oui, mais... Elle nous revient. Moi, je pense qu'il faut d'abord mener le combat culturel, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire changer l'esprit des citoyens et des gouvernants sur De toute une série 19 pays. de sujets. Alors, c'est pas facile. Je suis d'accord que c'est pas facile dans le cadre de De l'Union 19 pays. européenne, mais aujourd'hui, 27 pays. Non, mais Alors on fera une émission entière sur l'Union européenne On pourrait. très bientôt. Vous inquiétez. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec les élites qu'on a en France, je ne suis pas du tout persuadé qu'on revienne à l'espace national, qu'on ne fera pas exactement la même chose que ce qui nous pose problème aujourd'hui dans l'Union certainement européenne. recréer une autre génération de décideurs. Je crois que c'est ça la priorité. Voilà, alors c'est le mot de la fin pour cette émission qui se termine 19h02. Ça va, on est dans les temps. Merci à vous, mes chers Merci. invités, d'être venus ce soir. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre confiance sans faille. Alors, encore plus de votants ce soir dans le sondage sur YouTube et sur X. Bon, on avoisine les 78%. Voilà. Et Donc, combien y a-t-il de votants? le peuple rejette ce soir. Non, mais la taxe l'intérêt, c'est de savoir combien y a-t-il de votants. ça se compte en centaines. Voilà. Sur le chat, j'arrive pas à compter. D'accord. Voilà, mais entre YouTube et X, on a dépassé. On est autour de 250 et les gens vont continuer à voter pour les jours qui viennent. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à Toxin Plus. Si vous souhaitez contribuer à notre chaîne et nous aider à développer des projets comme celui-ci, ça se passe sur toxin-media.fr/nous. Je vais maintenant vous donner le programme de la journée de demain. Ça commence comme tous les jours à 7h30 avec la matinale de Clémence Oudiakova. Au programme, Elena Pérou, spécialiste de la Russie, ancienne conseillère de Jacques Chirac à l'Élysée. Le Police-Justice avec Régis de Castelnau et Alexandre Langlois. Irina Dubois du dialogue franco-russe sur son interview de Sergueï Lavrov et la chronique humoristique de Roxane Despalingues. Sur Toxin Plus, une vidéo tous les jours à 18h comme celle-ci aujourd'hui. Demain, c'est l'émission scientifique d'Alexandre Cuignache qui reçoit Alain Jouillet pour parler des ovnis. Et oui. Sur Toxin Plus sont disponibles également toutes les autres émissions du RIC que vous avez ratées, le débat sur la peine de mort, le service militaire, la suppression des régions, la privatisation de l'audiovisuel public. Tout est à consulter ici sur cette même chaîne Toxin Plus. Alors abonnez-vous. La semaine prochaine, le RIC traitera d'Union européenne, comme je vous l'ai dit. Ne quittez pas ce live. Si vous restez dessus, vous serez redirigé immédiatement et automatiquement sur la matinale de demain. Et profitez-en pour mettre un pouce sur la vidéo. Pour Clémence, allez, bonne soirée à tout le monde et à demain.